Le périscope perce la surface à peine le temps d'un balayage. Le commandant Samuel desserre les poignets, les jointures blanchies par la tension. Nous sommes le 6 juin 1944. À travers l'optique grossissante, il découvre une vision qui lui glace le sang. 3 destroyers japonais foncent droit sur la position de l'USS Arthur au large de Tawi-Tawi, dans le sud des Philippines. Distance, environ 1200 yards, et ils se rapprochent à grande vitesse. De annonce la portée. Son second, Frank Lynch, le fixe, attendant l'ordre que tout sous-marinier connaît par cœur. Plonger profond, réduire au silence, espérer que l'ennemi passe sans vous repérer. Mais l'ordre ne vient pas. Au lieu de cela, de fait exactement ce que l'école des sous-marins interdit formellement, ce que ses instructeurs qualifieront de suicidaire, d'absurde sur le plan tactique. Il aligne l'étrave de son bâtiment droit sur le destroyer de tête et se prépare à tirer des torpilles, de face, droit dans sa gueule. « Capitaine, ils sont juste au-dessus de nous. » La voix de Lynch se brise, tendue par une panique à peine contenue. Dans le central exigu, 79 hommes retiennent leur souffle. Au-dessus d'eux, les hélices des destroyers grondent, comme un train lancé à pleine vitesse. D'un instant à l'autre, les grenades sous-marines peuvent pleuvoir et écraser la coque comme une simple boîte de conserve. Ce qu'aucun d'eux n'imagine, ce que même le commandement allié ignore, c'est que l'USS Arthur vient de tomber par hasard sur le secret le mieux gardé de la marine impériale japonaise. À seulement 6 miles de là, dans les eaux protégées de la rade de Tawi-Tawi, se trouve toute la flotte mobile japonaise. Les cuirassés Yamato et Musashi, 5 porte-avions, 13 croiseurs et des dizaines de destroyers. Jamais depuis Midway une telle concentration de puissance navale n'a été réunie. Et entre cette découverte capitale et l'anéantissement total, il n'y a qu'un seul obstacle, un sous-marin de classe Gato long de 95 mètres, un système hydraulique défaillant, des réserves d'oxygène qui fondent, et un commandant décidé à ne plus suivre les règles. En juin 1944, les sous-marins américains du Pacifique combattent avec un sérieux handicap. Près d'une torpille sur 2 tombe en panne. La doctrine officielle prône la prudence, attaque à longue distance, évitement systématique des escorteurs et interdiction absolue d'affronter un destroyer de front. En 2 ans et demi de guerre, cette approche conservatrice a coûté cher. 52 sous-marins américains ont été perdus. Des milliers d'hommes reposent à jamais au fond du Pacifique. Ce que d'eux ignorent encore, c'est que les 4 jours à venir vont bouleverser la guerre sous-marine et contraindre la marine japonaise à abandonner sa base secrète, mettant en pièces toute sa stratégie dans le Pacifique. 900 yards, 800, la distance chute. Feu tube 1, 2 et 3, dit d'eux d'une voix étonnamment calme. 11 mois plus tôt, en octobre 1943, les commandants des sous-marins américains du Pacifique se sont réunis à Pearl Harbor pour une conférence d'urgence. L'atmosphère est lourde. Devant une carte constellée de croix rouges marquant les pertes, l'amiral Charles Lockwood prend la parole. « Messieurs, nous faisons face à une crise. Le taux d'échec de nos torpilles est inacceptable. Près de 50% des torpilles Mark 14 plongent trop profondément, n'explosent pas ou détonnent prématurément. Pire encore, les résultats contre le trafic japonais sont très en deçà de toutes les prévisions. Les chiffres sont accablants. En 22 mois de guerre, les sous-marins américains n'ont coulé que 725 navires marchands japonais, bien moins que prévu. Conçue et produite dans l'urgence sans essai suffisant, la Mark 14 cumule 4 défauts majeurs, un contrôle de profondeur défaillant, un détonateur magnétique capricieux, un percuteur qui se déforme à l'impact et une conception générale qui la fait courir plusieurs mètres plus bas que le réglage. Mais le problème ne se limite pas aux torpilles. C'est toute la doctrine qui montre ses limites. Le capitaine John Cromwell, ancien responsable des opérations sous-marines dans l'Atlantique, expose la pensée dominante. Les sous-marins doivent éviter les escorteurs à tout prix. Un destroyer était plus rapide, plus manœuvrant, et peut nous détruire avec une seule salve de grenades. Notre mission est de les contourner pour frapper les cargos, tir à longue portée, au moins 5 milliards, puis plongée et évasion. Les amiraux acquiescent, c'est logique, c'est prudent. Et pourtant, cette prudence est en train de leur coûter la guerre. Dans la salle, un commandant peu connu se tortille sur son siège. Samuel David II, 36 ans, originaire de Dallas, diplômé de l'Académie navale en 1930, ni brillant ni particulièrement remarqué.
Il a passé l'essentiel des années 30 à bord de cuirassés et de destroyers. Il ne commande un sous-marin que depuis décembre 1942, depuis qu'on lui a confié l'USS Arthur à sa sortie du chantier. Aucun fait d'armes marquant, aucune réputation d'innovateur. À la fin de la réunion, il s'approche pourtant de Lockwood avec une idée dérangeante. « Amiral, et si nous prenions le problème à l'envers ?» Lockwood fronce les sourcils. « Expliquez. » Nous considérons les destroyers uniquement comme des menaces à éviter, mais ce sont aussi des cibles de grande valeur. Chaque destroyer coulé, c'est une escorte en moins pour leurs porte-avions et leurs cuirassés. Et si nous trouvions un moyen fiable de les détruire, de s'interrompre en voyant le scepticisme sur le visage de l'amiral. Commandant, d'après nos analyses, les attaques frontales, ce que l'on appelle des tirs plein axe, ont un taux de réussite inférieur à 10%. La dispersion des torpilles est trop étroite, la silhouette de la cible trop réduite, et au moindre raté, le destroyer se retrouve sur vous sans la moindre possibilité de fuite. De ne détourne pas le regard. J'en demande pourtant l'autorisation, monsieur. Lockwood l'observe longuement. Pourquoi risquer votre bâtiment et votre équipage avec une manœuvre qui échoue 9 fois sur 10 ? Parce que, monsieur, si nous ne changeons rien, nous continuerons à perdre des sous-marins au même rythme. 52 déjà. Plus de 4000 hommes. Je préfère mourir en tentant quelque chose de nouveau que continuer à mourir en répétant ce qui ne fonctionne pas. Un silence lourd s'abat sur la salle. Chacun des officiers présents a en tête un nom, un navire qui n'est jamais rentré. Wahoo, Grunion, Argonaut, Amberjack. Et la liste s'allonge mois après mois. Le consensus des experts reste pourtant inchangé. Éviter les destroyers s'en tenir aux navires marchands, réduire les risques au minimum. La marine impériale japonaise dispose de centaines de bâtiments de combat. La flotte sous-marine américaine dans le Pacifique n'aligne même pas 150 unités opérationnelles. Elle ne peut se permettre d'en sacrifier une seule dans une attaque jugée téméraire. Lockwood tranche. Demande refusée, commandant. Appliquez la doctrine en vigueur. Vous êtes relevé. De quitte la salle sans un mot. Dans le couloir, il passe devant un tableau d'affichage couvert d'ordres récents. L'USS Arthur est affectée à une patrouille aux abords de Tawi-Tawi, une rade isolée du sud des Philippines. Le renseignement soupçonne les Japonais d'y préparer quelque chose. L'enjeu n'a jamais été aussi élevé. Les forces alliées s'apprêtent à débarquer dans les îles Mariannes. La réussite de l'opération dépend d'un facteur crucial. Localiser et neutraliser la flotte mobile japonaise avant qu'elle ne puisse intervenir. Pour l'instant, ces mouvements restent introuvables. Personne ne se doute encore que la plus grande bataille navale du Pacifique reposera sur ce qu'un commandant de sous-marin, réputé réglementaire, va découvrir et sur le choix qu'il fera ensuite. Le 5 juin 1944, l'USS Arthur quitte Fremantle, en Australie, pour sa 5e patrouille de guerre. Officiellement une mission banale, surveiller les eaux autour de Tawi-Tawi, signaler toute activité ennemie, éviter le combat. Mais quelque chose a changé chez Sam II. Lors de la patrouille précédente, il avait observé à travers son périscope un cargo japonais se disloquer sous l'impact de ses torpilles. Il avait vu les canots être mis à l'eau, des hommes se jeter à la mer. Puis les destroyers d'escorte avaient surgi, ignorant les survivants, concentrés uniquement sur une chose, traquer son sous-marin. Pendant 6 heures, ils avaient alargué 104 grenades sous-marines au point de presque broyer la coque du Arthur. Quand tout s'était enfin calmé, 2 étaient remontés à la surface. Il n'y avait plus que des nappes de mazout et des débris. Les hommes du cargo avaient été péri noyés, pendant que leurs propres escorteurs tentèrent de le tuer. Cette nuit-là, dans son journal personnel, de notes, « Les destroyers sont le véritable ennemi, pas les cargos. Ce sont eux qui détruisent peu nos bateaux. Si nous pouvions éliminer les destroyers, nous pourrions anéantir leurs lignes de ravitaillement. Mais on nous a appris à fuir. Et si, au lieu de fuir, nous les chassions ? Une pensée sacrilège. Les destroyers sont conçus pour tuer les sous-marins. Plus rapides, plus maniables, saturés de sonars et de grenades. Un destroyer de type D emporte 36 charges et peut filer à 34 nœuds. L'USS Arthur, lui, dépasse à peine les 20 nœuds en surface. En plongée Pamboisiso, il ne tient que quelques pointes à 9 nœuds avant de vider ses batteries. Tous les manuels tactiques sont formels. Affronter un destroyer, c'est signer son arrêt de mort. Pourtant, allongé dans sa couchette, de se souvient de ses années passées à bord de destroyers. En 1935,
Lors d'exercices de lutte anti-sous-marine à bord de l'USS Rathburn, il avait appris comment raisonnent les commandants de surface, comment ils tractent leur proie. Et il avait identifié leur plus grande faiblesse, ils s'attendent toujours à ce que le sous-marin prenne la fuite. « Et si on ne fuyait pas ?» demande-t-il à son second, Frank Lynch, au matin. « Capitaine, vous êtes sérieux? L'attaque plein axe ?» La marine dit que c'est irréalisable. La marine disait aussi que nos torpilles fonctionnaient parfaitement. Lynch secoue la tête. Le problème, c'est la géométrie. De face, la cible fait à peine 10 mètres de large. La dispersion ne garantit rien. Et si on rate, on meurt, je sais. De sort alors un carnet couvert de schémas et de chiffres. J'ai refait les calculs. Si on les laisse approcher suffisamment près, si près qu'ils ne peuvent plus nous rater au sonar, alors nos torpilles, elles, ne peuvent plus rater non plus. À 1000 yards, la dispersion couvre exactement la largeur du destroyer. On tire 3 torpilles. Statistiquement, au moins une touche. Lynch le fixe, incrédule. Vous parlez de laisser un destroyer foncer sur nous à bout portant. C'est de la folie. C'est imprévisible, répond calmement. Et c'est pour ça que ça peut marcher. Une fois. Peut-être 2. Et si ça ne marche pas, de referme son carnet. Alors quelqu'un d'autre devra trouver comment couler ces destroyers. Parce que, Frank, dans notre guerre à nous, on est en train de perdre. Les bateaux partent et ils ne reviennent plus. S'il existait ne serait-ce qu'une chance que cela fonctionne, il ne termine pas sa phrase. Il n'en a pas besoin. Le 6 juin 1944, l'USS Arter fait surface au large de Tawi-Tawi juste avant l'aube, de balayer l'horizon aux jumelles à l'affût du moindre contact ennemi. Ce qu'il aperçoit le fait lâcher les jumelles pour agripper aussitôt les poignées du périscope. « Franck, monte ici, tu dois voir ça. » Dans l'oculaire, 3 destroyers. Ils foncent tout droit sur la position du Arter. Et derrière eux, à peine discernables dans la brume du matin, d'immenses silhouettes immobiles remplissent la rade, cuirassés et porte-avions à perte de vue. « Mon Dieu !» murmure Lynch. « Toute la flotte japonaise. L'esprit de 200 balles. C'est un renseignement qui vaut une vie, peut-être des milliers. Il faut prévenir Pearl Harbor immédiatement. » Mais les destroyers ont repéré le périscope. Ils accélèrent, leurs étraves soulevant des gerbes d'écume blanche. La doctrine est claire. Plonger à 120 mètres, silence total, attendre qu'il passe. La main de 2 hésite au-dessus de l'alarme de plongée. Puis une image lui traverse l'esprit. 52 sous-marins qui ont appliqué cette doctrine et ne sont jamais revenus. « Poste de combat », dit-il calmement. « Un temps. Je vais en couler un. Ensuite, on filera à toute allure prévenir l'amiral Nimitz de ce que nous avons trouvé. 6 juin 1944, 08h00. Le destroyer japonais Minatsuki fonce à 30 nœuds droit sur le périscope du Arter. Sur la passerelle, le commandant Kato Shinsaku a repéré le sous-marin américain et compte l'éperonner avant qu'il ne plonge. C'est une manœuvre classique de lutte anti-sous-marine, forcer la cible à s'enfoncer, puis labourer l'eau de grenades jusqu'à voir remonter du pétrole et des débris. Ce que Kato ignore, c'est que Sam, 2, n'a aucune intention de plonger. « Distance !» tranche la voix de 2 dans le central tendu. « 1000 yards et ça se referme, capitaine. » Chaque homme retient son souffle. À travers la coque, le martèlement des hélices ennemies devient perceptible, un battement régulier, de plus en plus fort. Dans une attaque classique, un sous-marin tire à 4 ou 5 000 yards, puis disparaît aussitôt. À 1000 yards, il n'y a plus de marge. Si les torpilles ratent, le Minatsuki sera sur eux en quelques secondes. Relèvement, les mains de 2 sont étonnamment stables sur le périscope. 0347 relatif. Plein avant, monsieur. Dans l'oculaire, l'étrave du destroyer grossit à vue d'œil. Vu de face, il ressemble à un mur d'acier lancé à toute vitesse. De distinguent des silhouettes sur le pont, les bouches noires des canons de proue. 900 yards. Dans le compartiment avant, 3 torpilles. Mark 14 attendent dans leur tube. Chacune emporte plus de 300 kilos de torpex. Chacune coûte une fortune. Et chacune a une chance sur 2 de ne pas fonctionner. Une seule touche suffirait à briser le destroyer en 2. 3 échecs signifieraient la mort. 800 yards. De fait alors quelque chose qu'on ne lui a jamais appris. Il cesse de regarder par le périscope. Il ferme les yeux et visualise les chiffres. L'écartement de la gerbe est de 2 degrés. À cette distance, cela donne une largeur d'environ 45 mètres. Le destroyer mesure près de 121 mètres de long, mais à peine 10 mètres de large vu de face. Le calcul est impitoyable. Il faut attendre encore. 700 yards. Capitaine,
Il faut tirer ou plonger. La voix de Lynch monte. Ils vont nous éperonner. De rouvre les yeux. Le Minatsuki remplit désormais tout le champ du périscope. La vague d'étrave se brise contre sa coque. Les canons avant crachent. Les obus éclatent à la surface, tout près du périscope. 600 yards. Feu 1. Feu 2. Feu 3. 3 décharges d'air comprimé expulsent les torpilles hors des tubes. Elles jaillissent dans l'eau, leurs hélices montant à 46 nœuds. Le sous-marin tremble. Plongez. 400 pieds. Réglez la profondeur. L'étrave du Harter s'incline brutalement. Les hommes s'agrippent à tout ce qu'ils peuvent tandis que le bâtiment s'enfonce. L'aiguille du bathymètre s'affole. 50 pieds, 100, 150, temps avant impact, 17 secondes. À 200 pieds, de n'a plus besoin de compter. Il a refait le calcul des dizaines de fois dans son carnet. 17 secondes à 46 nœuds, exactement 450 yards. L'explosion secoue le Harter avec une violence inouïe. Des hommes sont projetés contre les cloisons. Les ampoules éclatent. Le liège d'isolation tombe en pluie. Touché. On l'a touché. Mais de cris déjà, oubliez ça, continuez à plonger. Silence total, car toucher le destroyer n'était que la première moitié de l'épreuve. Il faut maintenant survivre. Au-dessus d'eux, la coque du Minatsuki se déchire juste en avant de la passerelle. Les traves se détachent, les compartiments avant se remplissent l'un à d'eau. Le navire gîte sur tribord, ses hélices battant encore l'eau dans le vide tandis qu'il commence à sombrer. Mais ces 2 bâtiments frères accourent déjà vers la dernière position connue du Harter. À 300 pieds, un autre bruit se fait entendre à travers la coque, le plouf sourd des grenades sous-marines entrant dans l'eau. Attention. La première explose à 60 mètres au-dessus d'eux, puis une autre, puis 6 de suite. Chaque détonation frappe la coque comme un coup de masse géant. Les hommes se cramponnent à ce qui est boulonné. Les lumières vacillent puis s'éteignent, plongeant le central dans l'obscurité, à l'exception des lanternes rouges de combat. Dans le noir, la voix de reste parfaitement calme. Rapport de dégâts. La voix du chef mécanicien perce le vacarme. Système hydraulique touché, perte de pression sur les plans arrière, compensation manuelle en cours. Niveau d'oxygène à 60%. Ils sont amochés. L'atelier clandestin où avait testé sa théorie. Le carnet bourré de calculs. Les exercices discrets menés avec les équipes torpilles. Tout cela a fonctionné de justesse. Un destroyer coulé. Un seul. Et maintenant, ils sont coincés sous 2 destroyers japonais furieux, avec une hydraulique défaillante et de l'air qui s'épuise. C'est illégal, murmure Lynch en fixant le bathymètre. Ce qu'on vient de faire, la marine te ferait passer en cour martiale si elle l'apprenait. De s'essuie le front. La sueur coule et ses mains tremblent à présent que l'adrénaline retombe. Franck, tu sais ce qui est illégal aussi ? Envoyer des hommes se faire tuer avec des torpilles défectueuses et des tactiques dépassées. On vient de prouver que ça marche. Maintenant, il faut survivre assez longtemps pour recommencer. Au-dessus d'eux, les grenades continuent de tomber. Mais le Harter glisse peu à peu dans l'obscurité du Pacifique, laissant le Minatsuki s'enfoncer en bouillonnant vers le fond. 4 heures, peut-être heures plus tard, lorsqu'ils refont surface pour ventiler le bord, l'équipage est épuisé, encore sous le choc, et électrisé. Ils ont accompli l'impensable. Et au-delà de l'horizon, 4 autres destroyers japonais ratissent déjà la zone, tous à la recherche du sous-marin qui a envoyé le Minatsuki par le fond. 7 juin 1944, 06h00. Sam de rédige. Le message radio le plus important de toute sa carrière. Ses mains tremblent encore, souvenir des grenadages de la veille. Autour de lui, l'équipage du Harter bricole des réparations d'urgence sur le système hydraulique. En théorie, il devrait fuir au plus vite. Au lieu de cela, 2 écrits. Urgent. Flotte mobile japonaise découverte à l'ancre à Tawi-Tawi. Estimation, 2 cuirassés, 5 porte-avions, 13 croiseurs, plus de 30 destroyers. Destroyer Minatsuki coulé par attaque frontale. Patrouille maintenue. Harter. Il tend le message au radio. Envoie-le en clair s'il le faut. Pearl Harbor doit le savoir immédiatement. La réponse arrive 90 minutes plus tard. Elle ne vient pas de l'amiral Lockwood, mais du capitaine John Cromwell, responsable des opérations sous-marines du Pacifique Sud-Ouest. Harter, retour immédiat à la base. Ne pas engager les destroyers ennemis. Je répète, ne pas engager. Mission prioritaire. Renseignement, non-combat. Accusé réception. Cromwell. Lynch lit le message par-dessus l'épaule de 2.
C'est on ne peut plus clair. De froisse le papier. La flotte japonaise sait qu'on l'a repérée. Elle bougera d'ici 24 heures. Si on part maintenant, on la perd. Le débarquement à Saipan commence dans 8 jours. L'amiral Spruance doit savoir où cette flotte se dirige. Sam, c'est un ordre direct de repli. Je réglerai la cour martiale plus tard. Pour l'instant, il y a un destroyer là-dehors qui mérite de couler. De saisir les poignées du périscope. Et j'ai bien l'intention de fournir à la marine assez de preuves pour qu'elle change sa doctrine, qu'elle le veuille ou non. Ce qui suit sera étudié pendant des décennies dans les écoles de guerre navale. À 07h42, l'USS Arthur repère le destroyer Ayanami en patrouille de recherche. Au lieu d'esquiver, de manœuvre pour se placer à l'attaque. À 1150 yards, il lance 3 torpilles plein axe, 2 frappes. Le destroyer sombre en 4 minutes, la poupe se dressant presque à la verticale avant de disparaître sous les vagues. À la tombée de la nuit, le 7 juin, II a désobéi à des ordres formels, coulé 2 destroyers par une tactique jugée suicidaire et déclenché une véritable panique au sein du haut commandement japonais. À bord du cuirassé Yamato, au mouillage à Tawi-Tawi, le vice-amiral Ugaki Matome note dans son journal « La menace des sous-marins américains est devenue intolérable. En 2 jours, nous avons perdu 2 destroyers face à un seul bâtiment ennemi. Ce sous-marin semble chasser nos escorteurs de manière délibérée, une rupture radicale avec leurs méthodes habituelles. S'ils ont développé des tactiques efficaces contre les destroyers, l'ensemble de notre système de convoi est en danger. » 9 juin 1944. 14h00, Pearl Harbor. Le bureau de l'amiral Lockwood est en ébullition. Cromwell a fait le voyage depuis Brisbane pour exiger la relève immédiate de II. Il ignore des ordres directs, tonne-t-il en frappant le bureau du poing. Il met son navire et son équipage en danger avec des tactiques de cow-boy qui vont finir par les tuer. Je veux qu'on le retire de patrouille sur le champ. Lockwood brandit 2 rapports. En 2 jours, le commandant a coulé 2 destroyers japonais. Des destructions confirmées. C'est plus que tout ce que la flotte sous-marine a accompli contre les destroyers au cours des 2 derniers mois. Ces méthodes sont peut-être non conventionnelles, mais les résultats sont là. Des résultats dus à la chance, réplique Cromwell, le visage crispé. Les attaques frontales coordonnées ont un taux de réussite documenté de 10%. 3 coups au but sur 6 torpilles tirées, soit un miracle statistique, soit de l'inconscience pure. Dans les 2 cas, la prochaine fois, on retrouvera le Arthur écrasé au fond de l'océan. La pièce s'embrase, les officiers se divisent, les voix montent. Quelqu'un évoque l'USS Wahoo, perdu corps et biens en octobre 1943 après des tactiques agressives sous le commandement de Dudley Mush Morton. D'autres répliquent que la perte du Wahoo n'était pas due à une audace excessive, mais aux opérations en eau peu profondes. Le ton monte. Puis le capitaine Richard Vosges, chef des opérations de Lockwood, se lève à son tour. « Messieurs, la question n'est pas de savoir si les tactiques de sont dangereuses. Bien sûr qu'elles le sont. La vraie question est, est-ce qu'elles fonctionnent ? Et surtout, pouvons-nous continuer à perdre des sous-marins en appliquant une doctrine prudente qui ne fonctionne manifestement pas ?» Lockwood lève la main. Le silence retombe. Le commandant affirme avoir découvert la flotte mobile japonaise à Tawi-Tawi. Le renseignement confirme qu'il s'agit bien de leur principal mouillage. Si ces informations sont exactes, et s'il parvient à suivre leurs mouvements, nous pouvons les intercepter avant qu'ils n'atteignent les Mariannes. Ce renseignement, à lui seul, vaut bien 10 sous-marins. Et s'il se fait tuer, insiste Cromwell, Lockwood soutient son regard. Alors il se fera tuer. Mais je ne donnerai pas l'ordre à un commandant efficace d'abandonner ce qui marche simplement parce que cela nous met mal à l'aise. En 2 jours, a coulé plus de destroyers ennemis que la plupart des sous-marins pendant toute une patrouille. Tant qu'il ne se trompe pas, je le laisse continuer. C'est de la folie. C'est la guerre, capitaine, répond Lockwood d'une voix soudain glaciale. Et en guerre, on ne choisit pas entre des options sûres et dangereuses. On choisit entre perdre lentement avec des tactiques conservatrices ou gagner vite avec des tactiques offensives. Moi, je choisis de gagner. La pièce se fige. Lockwood se tourne vers l'opérateur radio. Envoyé au Arthur. Mission maintenue. Armement libre. Détruisez les destroyers ennemis, à votre discrétion. Bonne chasse. Lockwood. À près de 15 000 km de là, Sam II reçoit le message alors qu'il traque déjà sa 3e proie. Il le tend à Lynch. « Eh bien, murmure ce dernier, maintenant il va vraiment falloir que ça marche. » II esquisse un sourire fatigué.
Franck, on va bientôt savoir si je suis un génie tactique, ou simplement l'idiot le plus chanceux du Pacifique. 9 juin 1944, 16h45. Le destroyer Tanikaz fonce sur leur position. De le laisse approcher à 1200 yards, puis ordonne le tir. 2 impacts. Le Tanikaz se brise en 2. 3 destroyers en 4 jours. La marine impériale japonaise n'a jamais rien vu de tel, et elle s'apprête à prendre une décision qui va bouleverser toute la campagne du Pacifique. 10 juin 1944, 05h30, Sam n'a pas dormi depuis 48 heures. À bord du Harter, l'équipage tient grâce à l'adrénaline et au café. Le système hydraulique ne tient plus que par des soudures de fortune et des prières. Les réserves d'oxygène sont tombées à 43%. La procédure normale impose de faire surface, d'aérer le bâtiment et de se replier. De remonter seulement assez longtemps pour recharger les batteries et transmettre un nouveau rapport à Pearl Harbor. Le message est précis, méthodique. Distance d'attaque, angle de tir, dispersion des torpilles, taux de réussite. De ne se contente plus de couler des destroyers, il explique comment les tuer. Les chiffres sont stupéfiants. Attaque classique à longue portée, 4000 à 5000 yards, taux de réussite marginal. Attaque frontale, 900 à 1200 yards, 67% de coups au but. 3 destroyers coulés, 6 torpilles tirées. Taux de survie du sous-marin, 100% jusqu'ici. Mais l'épreuve décisive arrive à l'aube. À travers le périscope, De aperçoit quelque chose qui lui noue l'estomac. Pas un destroyer, pas 3. 6 destroyers japonais en formation, déployés dans un schéma de recherche coordonné. Ils le chassent délibérément. Et derrière eux, quittant lentement le mouillage de Tawi-Tawi, 2 silhouettes colossales, les cuirassés Yamato et Musashi, les plus grands jamais construits. Les Japonais ne se contentent plus de traquer. Ils battent en retraite. « Capitaine, c'est une escorte complète de convoi, » avertit Lynch, et ils balayent au sonar. Ils savent qu'on est là, d'eux observent la formation. Les destroyers avancent en ligne de barrage, leurs impulsions sonars se répondant sans cesse. Derrière eux, les cuirassés progressent lentement, prudemment, enveloppés de couches successives d'escorte. Toute la flotte mobile japonaise abandonne Tawi-Tawi, une base secrète désertée à cause d'un seul sous-marin américain. L'opération japonaise visant à renforcer la garnison de Biak et à attirer la flotte américaine dans une bataille décisive est en train de s'effondrer. Sans ce mouillage, la marine impériale n'a plus de point d'appui pour lancer son offensive. Mais de l'ignore encore. Pour lui, une seule réalité compte, 6 destroyers sont en train de le traquer. Et s'ils ne les arrêtent pas, ils enverront le Harter par le fond. On s'attaque aux destroyers de tête, annonce-t-il. Monsieur, c'est du suicide, souffle Lynch. Franck, compte-les. 6. Maintenant compte nos tubes. Un silence. 6 tubes avant. Si on recharge assez vite, on peut tous les couler. Ou bien ils nous couleront en essayant. Lynch ravale sa salive. Alors, il ne faudra pas rater. 10 juin 1944, 06h35. Le destroyer de tête s'appelle Kazagumo. Il est commandé par le lieutenant de vaisseau Tokuno Manoru. Il a reçu un ordre clair du vice-amiral Ugaki. Localiser et détruire le sous-marin américain qui terrorise les forces japonaises. L'honneur de la marine impériale en dépend donc. L'honneur de la marine impériale repose désormais sur l'élimination de cette menace. Tokuno Manoru est un commandant de destroyer chevronné, 8 années d'expérience derrière lui. Il connaît les tactiques sous-marines sur le bout des doigts. Il a été formé spécifiquement à la lutte anti-sous-marine. Et il est convaincu que ce bâtiment américain, isolé, endommagé par des engagements récents à court de carburant et d'oxygène, va se comporter comme tous les autres. Plonger, se taire, tenter de s'échapper selon les procédures établies. Il s'apprête à découvrir que Sam ne suit aucune procédure. Contact sonar, relèvement 035, distance 20 000 mètres, crie l'opérateur sonar du Kazagumo. Tokuno esquisse un sourire. Le sous-marin a commis une erreur. Il est resté trop près de la surface. En avant toute, préparez les grenades. Le Kazagumo bondit, son étrave soulevant une vague de plus en plus haute tandis qu'il accélère à 32 nœuds. Derrière lui, les 5 autres destroyers conservent leur formation, prêts à refermer le piège dès que le bâtiment de tête aura forcé le sous-marin à plonger. Ce que Tokuno ne voit pas, c'est que l'USS Harter ne fuit pas. Il se met en position d'attaque. Distance,
1500 yards, annonce d'une voix calme. À travers le périscope, il observe le Kazagumo foncer droit sur lui. La géométrie est parfaite. L'étrave du destroyer est parfaitement alignée avec les tubes avant du Harter. 1000 yards. Monsieur, 2 autres destroyers arrivent par bâbord, avertit quelqu'un. De ne réagit pas. Une fois engagé dans une attaque frontale, il n'y a pas de retour en arrière. On touche ou on meurt. Tenez-vous prêt. Tube 1, 2, 3, 800 yards. Dans l'oculaire, de distinguent les marins japonais sur le pont du Kazagumo, occupés à préparer les grenades sous-marines. Ils s'attendent à ce que le sous-marin plonge d'un instant à l'autre, à ce qu'il rompe le contact à 700 yards. Feu 1. Feu 2. Feu 3. 3 torpilles. Mark 14 jaillissent des tubes du Harter, filant vers leur cible à 46 nœuds. De n'attend pas de voir le résultat. Plongée d'urgence. 400 pieds. L'étrave du Harter pique brutalement. L'aiguille du bathymètre s'affole. À bord du Kazagumo, l'opérateur sonar hurle un avertissement. Trop tard. Tokuno comprend en une fraction de seconde son erreur. Le sous-marin américain ne fuyait pas. Il attaquait. 2 torpilles percutent la coque. Les explosions déchirent le destroyer en 2. La partie avant se remplit d'eau instantanément. La poupe se dresse, les hélices tournant encore, tandis que 240 marins tentent de rejoindre le pont. En 90 secondes, le Kazagumo disparaît sous la surface. Plus tard, les rapports officiels japonais noteront froidement « Le sous-marin américain a employé une tactique jusqu'alors inconnue, attaquant les escorteurs de surface de face à très courte distance. Les contre-mesures se sont révélées inefficaces. Mais pour le Harter, le combat est loin d'être terminé. 5 destroyers sont encore en chasse et tous convergent vers sa position. Pendant 6 heures, le sous-marin subit le bombardement le plus intense de toute la guerre. 149 grenades sous-marines sont larguées, transformant l'océan en zone de mort. À l'intérieur, les hommes prient en silence tandis que les explosions secouent la coque. L'isolation en liège se désagrège en poussière blanche. Des conduites éclatent. La température grimpe jusqu'à 43 degrés. L'oxygène chute à des niveaux critiques. Les hommes halètent, la vision se rétrécit. Niveau d'hydrogène. Critique dans le compartiment batterie, signale l'ingénieur. Une seule étincelle, et c'est fini. 2 est assis sur le pont du central, le dos contre une cloison, calculant sans cesse. Ils ne peuvent pas faire surface. Les destroyers les attendent. Ils ne peuvent pas fuir. Les batteries sont presque à plat. Impossible de se cacher. Le sonar japonais les tient verrouillés. Et puis, à 13h15, les explosions cessent. À travers la coque, ils entendent le bruit des hélices s'éloigner. « Pourquoi ils partent ?» murmure Lynch. « Ils nous tenaient. » La réponse arrive quelques heures plus tard, lorsque le Harter parvient enfin à refaire surface et intercepte des transmissions japonaises. La marine impériale ordonne le retrait complet de la flotte mobile de Tawi-Tawi. La base secrète est abandonnée. L'opération Cannes est annulée. Les cuirassés et porte-avions japonais se replient vers le nord-ouest, hors de portée apparente. Mais les décrypteurs alliés lisent donc ces messages. L'amiral Spruance sait désormais exactement où se dirige la flotte japonaise. La mer des Philippines, où 7 porte-avions américains l'attendent de pied ferme. 21 juin 1944, l'USS Harter entre en boitant dans le port de Darwin, en Australie, pour des réparations d'urgence. Il tient à peine à flot. La coque est fissurée en 6 endroits. Le système hydraulique est hors d'usage. Les bouteilles d'oxygène sont vides. Et pourtant, 4 pavillons de combat japonais pendent de son kiosque, un pour chaque destroyer envoyé par le fond. De mes pieds à terre et découvre une foule de sous-mariniers qui l'attendent. Des vétérans d'autres bâtiments, USS Das, USS Ado, USS Ake. Ils savent ce que le Harter a accompli. Ils connaissent les risques. Un maître principal du USS Das s'avance. Ses yeux sont rouges. « Capitaine, mon bateau a perdu 3 hommes le mois dernier à cause d'un destroyer. On a suivi la doctrine. On a fui quand il fallait. Et ils nous ont quand même eus. » Il tend la main. De la serre. « Ce que vous avez fait là-bas, la voix de l'homme se brise. Vous avez prouvé qu'il existait une autre voie, qu'on n'est pas obligé de passer notre temps à fuir et à nous cacher. Certains d'entre nous rentreront chez eux grâce à ce que vous avez découvert. » Derrière lui, des dizaines de sous-mariniers commencent à applaudir. Le son résonne sur les quais. Sam reste immobile, abasourdi. Il a désobéi à des ordres directs, défié tout ce que la doctrine considérait comme raisonnable,
exposer son équipage à des tactiques jugées impossibles. Et maintenant, ces hommes, des hommes qui risquent leur vie à chaque sortie en mer, le remercient. Le reste de l'histoire de Sam devient encore plus intense. Voici le dernier chapitre de la guerre de l'USS Arthur. Au cours de la semaine suivante, les données officielles affluent. Les analyses confirment ce que deux sait déjà. Avant la 5e patrouille du Arthur, les affrontements entre sous-marins américains et destroyers japonais affichaient un taux de réussite d'environ 12%. Distance moyenne d'attaque, plus de 4 milliards. Destroyers coulés par patrouille, pratiquement zéro. Après la 5e patrouille du Arthur, le constat est sans appel. Attaque frontale correctement exécutée, 67% de réussite. Distance optimale à Ancesma, entre 900 et 1200 yards. Bilan du Arthur, 4 destroyers coulés en 4 jours. L'impact sur les opérations japonaises est immédiat. Le 12 juin, le vice-amiral Ugaki écrit dans son journal « La perte de 4 destroyers face à un seul sous-marin américain nous contraint à revoir l'ensemble de notre plan opérationnel. Nous ne pouvons plus maintenir nos forces à Tawi-Tawi. Dans ces conditions, la menace sous-marine dépasse toutes les estimations. » Le 19 juin 1944 débute la bataille de la mer des Philippines. L'aviation embarquée américaine anéantit les forces aériennes japonaises dans ce que les pilotes appelleront plus tard le tir au pigeon des Mariannes. 3 porte-avions japonais sont perdus, ainsi que près de 600 avions. C'est la victoire navale décisive de la guerre du Pacifique. Elle devient possible parce que la flotte japonaise a été contrainte d'abandonner son mouillage secret de Tawi-Tawi et d'opérer en eaux ouvertes, là où les sous-marins américains peuvent la suivre. Et tout cela parce que Sam II et l'USS Arthur ont prouvé qu'un seul sous-marin, utilisant des tactiques jugées impossibles, pouvait terroriser toute une marine. À la fin juin 1944, tous les sous-marins américains du Pacifique reçoivent de nouvelles directives tactiques. L'attaque frontale n'est plus interdite. Elle devient doctrine. Les commandants sont désormais autorisés et encouragés à engager agressivement les destroyers japonais. Les méthodes mises au point par le Arthur entrent dans l'entraînement standard. La guerre vient de changer. Et Sam, de la transformer, tir après tir, contre toute attente. 24 août 1944, 07h30. L'USS Arthur plonge pour la dernière fois. C'est sa 6e patrouille de guerre menée en meute avec l'USS Ado et l'USS Hake au large de Luzon, aux Philippines. Le commandant vient de recevoir l'ordre d'enquêter sur des mouvements de convois japonais dans la baie de Dassol. Ce qu'il ignore, c'est qu'un dragueur de mine japonais, le CD-22, patrouille exactement dans ces eaux avec une mission précise, traquer les sous-marins américains. À 22h00, le sonar du CD-22 détecte le Arthur à environ 90 mètres de profondeur. Le navire japonais largue un schéma de grenadage parfait. 18 charges explosent simultanément autour de la coque. Le sous-marin implose. 79 hommes, Sam II, Frank Lynch et tout l'équipage qui a révolutionné la guerre sous-marine meurent instantanément à plus de 1000 mètres de fond. La marine américaine déclare l'USS Arthur porté disparu le 2 octobre 1944. Il est officiellement présumé perdu le 2 janvier 1945. Le 15 novembre 1945, le commandant Samuel David II, âgé de 37 ans, reçoit à titre posthume la Medal of Honor. Le président Harry Truman remet la décoration à sa veuve, Edwina, lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. La citation mentionne « une bravoure et une audace exceptionnelles, au mépris du danger lors d'attaques contre des destroyers japonais, faisant preuve d'un courage et d'un leadership qui ont inspiré l'ensemble des forces sous-marines. » Mais l'héritage le plus parlant se lit dans les chiffres. Patrouille de guerre du Arthur, 6. Navires coulés, 18, confirmés après-guerre. Destroyers détruits, 5, un record pour un sous-marin américain. Impact doctrinal décisif. Dès septembre 1944, les attaques frontales deviennent obligatoires dans la formation des sous-mariniers. Le taux de destruction des destroyers passe de 12% à plus de 34% avant la fin du conflit. 52 destroyers japonais seront coulés par des sous-marins américains après que le Arthur a démontré que c'était possible. Vise américaine estimée sauvée, plus de 3000 sous-mariniers rentrés chez eux grâce aux tactiques de 2.
En 1945, les archives japonaises saisies après la guerre révèlent l'évaluation finale du vice-amiral Ugaki. Ce seul sous-marin a accompli ce qu'une force navale entière n'avait pu faire, forcer l'abandon de notre mouillage stratégique et désorganiser l'opération prévue. Le commandant a fait preuve d'une innovation tactique dépassant tout ce que nous avions anticipé. Sa destruction fut la première évolution favorable de notre campagne anti-sous-marine depuis des mois. En 1954, la marine américaine baptise un destroyer d'escorte en son honneur. Le bâtiment servira jusqu'en 1973, pionnier de nouvelles technologies de lutte anti-sous-marine, un hommage approprié à l'homme qui avait bouleversé cet art. En 2024, 80 ans après sa perte, l'épave de l'USS Arthur est finalement retrouvée au large de Luzon, à près de 1000 mètres de profondeur. Le sous-marin repose intact, l'étrave toujours orientée vers l'avant, comme s'il chargeait encore l'ennemi. Aucun corps n'est remonté. Le Arthur demeure une sépulture de guerre protégée par le droit international. Aujourd'hui encore, les commandants de sous-marins étudient les rapports de patrouille de SAM 2. Ils y apprennent une leçon simple et durable. Parfois, ce que tout le monde juge impossible n'attend qu'un homme assez courageux pour le prouver faux. La leçon qu'ils en tirent est simple. Parfois, une tactique jugée impossible devient la tactique victorieuse à condition que quelqu'un ait le courage de l'essayer. Une plaque exposée au Submarine Force Museum résume cet héritage. SAM 2, tueur de destroyers. Il nous a appris que les sous-marins n'étaient pas faits uniquement pour se cacher des navires de surface. Parfois, ils doivent les chasser. La dernière lettre du lieutenant de vaisseau Frank Lynch à son épouse, écrite la veille de la dernière patrouille du Arthur, a été retrouvée parmi ses effets restés à terre. Sam repousse sans cesse les limites de ce que peut faire un sous-marin. Certains à bord pensent qu'il est fou, mais je l'ai vu calculer chaque attaque au yard près, à la seconde, au degré d'angle. Il n'est pas imprudent, il mène simplement une guerre différente de celle qu'on nous a enseignée à l'école. Quoi qu'il arrive, je suis fier de servir sous ses ordres. Samuel David n'a jamais recherché la célébrité. Il refusait les interviews, déclinait les tournées de propagande et passait ses rares permissions à terre dans la discrétion auprès de sa femme et de ses enfants à Perth, en Australie. Ces hommes diront plus tard qu'il ne se vantait jamais de ses succès, n'affichait aucune bravade. Lorsqu'au cours de sa 4e patrouille, l'amiral Lockwood lui demanda pourquoi il prenait de tels risques, de répondit simplement « Monsieur, 52 bateaux ne sont pas rentrés. 4000 hommes ont fait tout ce qu'on leur avait appris, à la lettre. Si le manuel ne fonctionne pas, alors quelqu'un doit en écrire un nouveau. Il l'a écrit dans le sillage de ses torpilles et dans les coques éventrées des destroyers ennemis. Il l'a écrit dans des rapports tactiques qui ont réinventé la doctrine navale. Et il l'a écrit dans la survie de milliers de sous-mariniers rentrés chez eux grâce aux méthodes qu'il a prouvées efficaces. La leçon de l'USS Arthur demeure, en temps de guerre, comme dans la vie, l'expression la plus dangereuse reste « t'es mort ». C'est impossible. Souvent, la seule différence entre l'impossible et l'inévitable, c'est une personne prête à prouver que tout le monde se trompe. 5 destroyers japonais reposent au fond du Pacifique. Témoignage silencieux d'un commandant qui a refusé d'accepter que les sous-marins ne puissent pas chasser les chasseurs. Et quelque part, dans les eaux sombres, au large de Luzon, l'USS Arthur repose à la verticale à près de 1000 mètres de profondeur. Son tube lance-torpille pointe toujours droit devant, éternellement prêt pour une attaque qui n'aura jamais lieu. Frappez plus fort. Sa devise résonne encore aujourd'hui dans chaque sous-marin qui a appris à combattre au lieu de se cacher.